Merci. Bien, dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous proposer quelques réflexions sur les aspects géopolitiques. Je commencerai par quelques mots pour situer un petit peu la réflexion, parce que le terme de géopolitique est un concept qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, après qu'il ait été interdit à l'université. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chaire de géopolitique. Et depuis une vingtaine d'années, il revient, il est un peu employé à toutes les sauces. Alors on parle de géopolitique pour à peu près n'importe quoi, ce qui finit par devenir un peu un mot valise qu'on accole dès qu'on veut essayer d'élever un petit peu le débat. Alors c'est très bien pour cette méthode d'analyse, mais le problème c'est que quand on emploie un mot à tort et à travers, eh bien il finit par ne plus vouloir dire grand-chose. Et trop souvent on confond géopolitique et relations internationales, qui sont deux choses différentes. Les relations internationales, c'est un aspect, c'est un élément intéressant, mais la géopolitique ne se confond pas avec les relations internationales, même si, dans la géopolitique, on peut faire des relations internationales. Et dans la dimension géopolitique, il y a évidemment la dimension géographique qui est essentielle, je vais y revenir, et également une autre dimension essentielle qui est la dimension des symboles et la dimension des dimensions culturelles. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je reviendrai pour essayer de comprendre ou d'esquisser quelques pistes pour les prévisions possibles ou pour les évolutions possibles. Donc la géographie, les symboles, et puis un autre élément essentiel en géopolitique, ce sont les rapports de force. C'est pour ça que la revue que je dirige s'appelle Conflit. Ce n'est pas parce qu'on aime la guerre, on ne sommes pas particulièrement bellicistes, mais parce qu'on estime qu'il y a des rapports de force qui sont de différentes natures. Ça peut être des rapports de force militaires, ça peut être des rapports de force économiques, et qui participent de la construction humaine. Et on en a des exemples assez nombreux depuis quelques mois. Donc voilà un petit peu pour poser le concept de la géopolitique, qui n'est pas une science ou une discipline à proprement parler, mais plutôt une méthode d'analyse. Une méthode d'analyse dans laquelle on croise différentes disciplines ou différentes sciences pour essayer de comprendre comment sont organisés ces rapports de force. Et puis, l'autre aspect, pour préciser ces aspects introductifs, c'est que, évidemment, nous ne sommes pas capables de prévoir l'avenir. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est anticipation, détection. Si on savait ce qui allait se passer, nous serions les rois du monde, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. En revanche, on peut émettre des hypothèses avec des degrés de prévisibilité. C'est un peu comme à la météo. Il y a évidemment, demain il fera froid, et puis on va estimer le degré de possibilité qu'il fasse effectivement froid demain. Donc la géopolitique permet d'émettre des hypothèses et d'estimer si l'hypothèse est forte, faible, moyenne. Et comme parfois, eh bien, l'hypothèse se révèle juste, et d'autres fois, on se trompe. Voilà. Donc ceci pour poser le cadre. Et pour aborder avec vous ces réflexions donc, autour de ces trois points, à savoir l'espace géographique, l'espace des conflits, et puis également l'espace culturel. Je commencerai par d'abord la réflexion sur l'espace cognitif et l'espace des conflits. Ça, c'est probablement une des plus grandes évolutions qu'il y a eu au cours des dernières années. C'est la prise en compte du rapport de force ou des rapports de force et des conflits comme étant une réalité. Alors peut-être que maintenant c'est un peu plus simple d'évoquer cela. C'est-à-dire maintenant, depuis qu'il y a de nouveau la guerre à Gaza, depuis qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine en mars 2022, il y a des choses dont on peut parler un peu plus facilement. Mais pour donner un exemple, en 2015, on avait consacré un dossier de conflit à la guerre économique. C'était donc il y a 8 ans, et à l'époque, ce dossier avait surpris parce que parler de guerre économique paraissait encore extrêmement curieux. Il y a beau y avoir une école de guerre économique à Paris qui existe depuis plusieurs décennies, le concept même de guerre économique apparaissait comme assez bizarre, voire assez curieux. Alors les choses ont changé. Entre-temps, la Société Générale et la BNP se sont prises de très très grosses amendes, ce qui fait que là, elles ont senti l'arrêté de la guerre économique, au moins sur leur portefeuille. On a le cas d'entreprises qui sont rachetées ou qui sont attaquées. Donc, pour ne pas avoir voulu voir cette existence, cette réalité de la guerre économique, certaines entreprises l'ont payé de plein fouet. Et donc, il y avait
à la fois dans le monde économique, dans le monde entrepreneurial, mais aussi dans le monde militaire, une croyance dans le fait que les conflits ou que les guerres n'existaient plus. Quoi qu'il n'existait plus dans le monde européen et que même au-delà du monde européen, c'était quelque chose qui était dépassé. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le cas des budgets militaires qui n'a cessé de diminuer. Ça fait maintenant 4-5 ans que les budgets militaires sont en train de remonter, mais sinon on était dans ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Ça c'était en 1991-1992 avec l'idée qu'on allait baisser les budgets militaires et qu'à la place on allait utiliser l'argent pour mettre ça dans les budgets sociaux. Alors effectivement, on a bien baissé les budgets militaires, on a réduit la taille de l'armée française, mais on s'est désarmé et on le voit aujourd'hui, le retard qui est pris est très important. Et le plus grave, ce n'est pas tant le désarmement technique ou technologique, même s'il est grave aussi, mais c'est surtout le désarmement intellectuel. Autre exemple, il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, vous avez eu une attaque djihadiste au Mozambique, dans une ville qui fait à peu près 50 000 habitants, et où étaient basés un grand nombre d'ingénieurs français, notamment des ingénieurs de chez Total, pour l'exploitation des gisements gaziers du canal du Mozambique. Et je me rappelle, vous voyez, ça c'est un petit peu les prévisions qui se révèlent exactes. Donc quand c'est le cas, on le mentionne évidemment. D'avoir discuté avec un ingénieur de chez Total quelques mois avant, peut-être 1 ou 2 mois avant, en lui faisant remarquer qu'il y avait un risque djihadiste assez important dans la région. Et donc il y avait potentiellement un risque d'attaque de la ville en question. Bon, ça a été balayé d'un revers de main, mais quelques mois plus tard, il y a eu des prises d'otages. Officiellement, 150 morts, alors pas chez Total, mais dans la ville. Ça, ce sont les chiffres officiels. La réalité est beaucoup plus importante. Total a dû quitter la région, elle est en train de revenir aujourd'hui, mais ça a été évidemment un traumatisme assez important pour ces ingénieurs et pour cette entreprise. Pourquoi ? Parce que il y a un manque de prise en considération de ces dangers militaires ou de ces dangers humains, notamment dans les études, et je ne veux pas tirer à boulet rouge sur les études, ou certaines écoles, mais en tout cas, les écoles d'ingénieurs forment à être ingénieurs, les écoles de commerce forment à beaucoup de choses, mais il y a souvent un manque de la compréhension du fait conflictuel, du fait militaire et des personnes dont ces aspects-là ne font pas partie du logiciel mental et donc ne comprennent pas que cela puisse exister. C'est un peu le mythe de la paix perpétuelle, mais qui est un mythe et qui n'existe pas. Donc voilà pour ces aspects de guerre économique qui ont été assez douloureux pour certains, et ce désarmement intellectuel auquel on est en train aujourd'hui un petit peu de sortir. Rappelez-vous, en janvier 2022, la Belgique annonce qu'elle va fermer ses centrales nucléaires pour produire de l'énergie avec des éoliennes et avec le gaz russe. Alors, ce n'était pas la meilleure décision à prendre en janvier 2022, même si, à l'époque, personne ne se doutait ou personne ne prévoyait que 3 semaines ou 4 semaines plus tard, il y aurait l'invasion de l'Ukraine et que le gaz russe, on aurait plus de mal à l'avoir. On l'achète encore, mais par des voies détournées et beaucoup plus cher. Donc, ça fait partie de cet irénisme dont nous sommes aujourd'hui en train de payer des conséquences extrêmement lourdes. Ça, c'est l'espace intellectuel, qui est un espace qui a voulu ou qui a cherché pendant de nombreuses années à se détacher des problèmes et des zones de conflit. Le deuxième aspect, c'est l'espace géographique. Alors ça, on va dire qu'on est dans le cœur de la géopolitique, puisqu'évidemment, on étudie essentiellement les sujets géographiques. Et comme à chaque fois, il faut avoir une complémentarité d'échelle. Ça, c'est le rôle de la géographie. Alors, je dis d'autant plus que je suis plutôt historien de formation, donc je peux faire l'apologie de la géographie sans être suspecté de défendre ma discipline, mais c'est une très très belle et très importante discipline que la géographie. C'est bien dommage qu'elle ne soit plus enseignée, en tout cas que la vraie géographie ne soit plus enseignée, c'est-à-dire la question de l'espace et la question de l'aménagement de l'espace. Je vais vous donner 2 exemples récents. Lors de la campagne électorale en Argentine, il y a un sujet très important qui a été évoqué, qui est la question de la monnaie utilisée en Argentine. Le candidat élu, Javier Milei, défendait l'usage du dollar.
notamment parce que le peso argentin ne vaut plus grand-chose. Mais parmi ces concurrents, il y avait des candidats qui, eux, défendaient l'usage de la monnaie chinoise, le yuan. C'est dommage que ce soit un aspect qui n'ait pas été davantage évoqué dans l'espace médiatique français, à savoir que cette campagne électorale en Argentine avait différents éléments, différents dossiers, mais notamment cet aspect essentiel de la guerre des monnaies, en sachant que les présidents de Bolivie et du Brésil, Lula, ont également fait mention de leur volonté, hypothétique, mais volonté quand même, de faire usage de la monnaie chinoise pour concurrencer la monnaie américaine. Alors là, on est quand même dans un domaine géographique proche des États-Unis. On voit bien qu'on a là une guerre monétaire, une guerre économique potentielle entre Argentine, Brésil, Bolivie et à échelle mondiale entre États-Unis et Chine. Et cette guerre des monnaies qui se joue en Amérique latine ne concerne pas que l'Amérique latine. Elle aura nécessairement, et elle a déjà nécessairement, des conséquences en France. Deuxième aspect, il y a aujourd'hui le CAF a été évoqué la possibilité que le Venezuela attaque le Guyana. Pourquoi? Notamment pour faire ma basse sur les gisements pétroliers extrêmement nombreux qu'il y a au Guyana. On verra si ça aboutit ou non, mais en tout cas, la menace est réelle. La capitale du Guyana, Georgetown, est à 800 km de la frontière française, puisque Georgetown, Kourou, c'est 800 km. Donc, c'est à peu près la distance entre Paris et Toulouse. Alors, il faut 15 heures de route, Paris-Toulouse, on est plutôt à 7 heures de route, donc l'état de la route est moins bonne, mais nous sommes aujourd'hui avec une guerre grave qui est en train peut-être de germer à la frontière française. Et là, c'est un autre aspect à la fois de l'espace géographique et de l'espace intellectuel, c'est la très grande difficulté dans le monde stratégique français à penser la France au-delà de la métropole. Alors déjà, parler des Antilles, c'est souvent assez compliqué, mais alors quand on rappelle que la France a une frontière avec le Chili, frontière maritime avec le Chili, et que le pays avec lequel nous avons la plus grande frontière terrestre, c'est le Brésil, via notamment la Guyane, eh bien là, ça devient souvent une terra incognita dans le débat stratégique, ce qui est extrêmement grave, puisque il y aura peut-être dans les jours, dans les semaines qui viennent, une guerre aux frontières françaises. Et donc, la question est posée de savoir ce que la France fera si jamais le Venezuela annexe le Guyana. Donc ça, c'est la question de l'espace géographique. L'autre aspect, pour prendre un autre exemple, quand la marine française intervient dans le golfe de Guinée pour l'arraisonnement des bateaux, notamment dans le trafic de drogue, c'est l'espace mondial où la marine française arrête le plus de bateaux avec du trafic de drogue. Le golfe de Guinée est un espace qui concerne directement l'espace français, notamment via le Nigeria, via la Côte d'Ivoire. Au Nigeria, vous avez le développement de réseaux criminels dans le sud du Nigeria qui sont parmi les plus redoutables, qui sont en train de se développer aujourd'hui en Afrique, et une partie, via la diaspora, est en train de s'implanter à Marseille et de s'implanter également à Lyon ou à Paris. Donc nous sommes aussi directement concernés par cet espace géographique en Nouvelle-Guinée. Alors je pourrais multiplier les exemples, puis on pourra aussi échanger pendant le temps des questions-réponses, mais c'est pour vous montrer que si on n'a pas en tête cette imbrication des échelles et cette réflexion à différentes échelles, eh bien, on passe à côté de dangers ou de menaces qui sont extrêmement importantes. Et je terminerai juste par un deuxième point, enfin avant le troisième point que je voulais aborder. La question là aussi des espaces, c'est les îles dans le canal du Mozambique. J'évoquais tout à l'heure les attaques djihadistes à Plata, au Mozambique. La France est présente dans le canal du Mozambique via une kyrielle d'îles dont la plupart ne sont pas habitées, des îles pour lesquelles on a rarement porté une grande attention, sauf qu'on a maintenant découvert depuis quelques années d'importants gisements de gaz. Alors, il y a les gisements découverts et il y a les gisements qui restent à découvrir. Les experts estiment que potentiellement, on a des gisements au moins aussi importants que ce qu'on a au Moyen-Orient. C'est possible, on verra ce que ça donne. Et Madagascar souhaite, depuis plusieurs années,
récupérer ces îles. Et le scénario à l'Argentine n'est absolument pas à exclure. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer l'armée malgache financée et soutenue par l'armée chinoise, la Chine étant de plus en plus présente à Madagascar, qui fait une opération pour contrôler des îles inhabitées, îles françaises inhabitées dans le canal du Mozambique, afin de contrôler les ZEE et donc potentiellement les gisements gaziers. Et là, la question est de savoir ce que ferait la France, c'est-à-dire est-ce qu'on ne ferait rien, ou est-ce qu'on aurait une stratégie un peu à la Margaret Thatcher face au Malouine en disant c'est français, donc on envoie la marine et on récupère ces îles, on libère ces îles qui viennent d'être contrôlées par une puissance étrangère. Encore faut-il avoir les moyens pour cela. La marine française dans l'espace polynésien, c'est 2 navires, donc ça ne suffit pas pour contrôler ni pour protéger la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de la Polynésie française. Et dans l'océan Indien, la marine française est aussi réduite à une portion très congrue. Sans compter l'armée de terre. Et quand vous avez une armée de terre qui fait 80 000 hommes, devient difficile de faire la guerre à la fois au Guyana, en Ukraine et puis éventuellement dans les îles du Mozambique. Donc nous payons aujourd'hui les dividendes de la paix par une remontée de la menace militaire. Et je terminerai sur le 3e point, pour terminer à peu près dans le temps qui m'a été imparti. Le 3e aspect qui est l'espace culturel, l'espace des représentations. C'est aussi un point qui est extrêmement important à aborder dans la dimension géopolitique, parce que l'erreur qui est souvent réalisée, c'est de penser que les autres pensent comme nous, ou que les autres voient le monde comme nous le voyons. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des aires culturelles différentes, et il est évident que, pour prendre le cas du conflit à Gaza, entre Gaza et Israël, ce conflit n'est pas du tout abordé de la même manière en France, dans le monde arabe ou ailleurs. Quand on lit la presse asiatique, quand on lit les grands journaux asiatiques, on se rend compte que la guerre en Ukraine est très peu évoquée, que la guerre en Israël est très peu évoquée aussi. Ce ne sont pas les sujets qui les intéressent le plus, et on peut les comprendre, c'est loin. En revanche, les sujets qui les intéressent beaucoup, c'est Taïwan, c'est la question australienne, c'est la question de Hong Kong ou de l'Indonésie. Et même si on est de plus en plus convaincu que le monde n'est plus occidentalo-centré et qu'il ne faut plus regarder uniquement avec nos lunettes occidentales, la difficulté est de se mettre à la place de l'autre, de voir le monde la manière que l'autre voit le monde. C'est-à-dire de voir le monde comme le Hezbollah le voit, comme le Hamas le voit, comme l'Iran le voit, pour comprendre comment eux pensent et donc pour anticiper leurs réactions. Alors il y a 2 difficultés. La première, c'est de se mettre à la place de l'autre pour voir le monde avec ses propres yeux. Et la 2e difficulté, c'est de se mettre à la place de l'autre sans penser comme lui ou sans être enfumé par sa propre pensée. C'est-à-dire se mettre à la place du Hezbollah sans devenir soi-même le Hezbollah. Ça, c'est évidemment la difficulté. Quand on se met à la place de l'autre, il faut toujours avoir un petit peu d'empathie, évidemment, et un peu de sympathie pour comprendre comment les personnes fonctionnent, mais avec le danger du syndrome de Stockholm et de finir par adhérer à ces idéologies-là. Donc ça, c'est la double difficulté. Et pour ne pas l'avoir fait, eh bien, on se heurte à des erreurs stratégiques importantes. Alors le cas typique, c'est la question de la guerre ukrainienne, où effectivement, d'un point de vue rationnel, la Russie n'avait pas intérêt à envahir l'Ukraine, sauf que ça s'est fait. Pourquoi ? Parce que la rationalité d'un Européen, d'un Français ou d'un Américain n'est pas forcément celle d'un Russe, et que, du point de vue russe, on pouvait tout à fait défendre la nécessité d'une attaque, d'autant qu'ils pensaient que la guerre serait courte, et que finalement, le plan qu'ils avaient échafaudé n'était pas complètement stupide, une attaque brève, on renverse le gouvernement, on en met un autre à la place, en 3 jours c'est terminé, comme ça s'est fait en Géorgie ou comme ça s'est fait en Crimée, et finalement on a percé l'abcès, on a réglé le problème en l'espace d'une petite semaine. Bon, ça pouvait se tenir. C'est pas ça qui s'est passé, mais enfin, parce que la guerre dure maintenant depuis quasiment 2 ans, mais ça pouvait se tenir au mois de février 2022. Et en tout cas, c'est l'idée que les Russes ont défendue. Et ça, c'est l'autre difficulté, donc, cette guerre culturelle, cette guerre des représentations, qui est essentielle, évidemment, dans la détection de la menace et également dans la prévision et dans la manière de contrer les menaces
Il y a des choses qui pour nous sont très importantes et qui pour d'autres ne le sont pas, et vice-versa, des choses qui nous paraissent absolument secondaires, voire futiles, mais qui vont être très importantes pour d'autres groupes. Et on le voit notamment dans la pratique de la diplomatie française ou dans la pratique des interventions militaires françaises. Je terminerai notamment par le cas africain où il y a encore une difficulté dans la pensée stratégique à comprendre pourquoi des pays africains ont demandé à la France de partir, puisqu'effectivement on a apporté la stabilité, on a apporté une certaine prospérité économique, on permettait cette prospérité économique par la stabilité politique et militaire. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de partir? Pourquoi est-ce qu'on est chassé? Eh bien parce que pour certains dirigeants, c'était plus important qu'il n'y ait pas la France plutôt que des questions de stabilité économique ou politique. Donc des choses qui nous paraissaient essentielles n'étaient pas essentielles pour le gouvernement malien, centrafricain ou autre. Et là, ce différentiel d'approche, ce différentiel culturel nous a parfois empêchés de comprendre ce qui pouvait se passer au Niger, au Mali ou ailleurs. Et puis, pour terminer, et puis après on pourra échanger à la fin de l'après-midi dans le temps de questions-réponses, mais l'autre difficulté notamment pour le cas français, c'est le refus de voir les choses telles qu'elles sont. On a souvent des services de renseignement qui fonctionnent bien, qui transmettent les bonnes informations, mais ces bonnes informations ne doivent pas être dites ou ne doivent pas être comprises par le Quai d'Orsay, par le ministère de la Défense, parce que ce n'est pas ça qu'il faut donner. Alors, le cas le plus typique, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans. Je rappelle qu'il y a 10 ans, on nous expliquait que Bachar al-Assad n'en avait plus que pour quelques jours et que dans 3 semaines ou dans 1 mois, il serait tombé. 10 ans après, il est toujours là. Et tous les dirigeants politiques qui disaient que Bachar allait tomber dans 3 semaines, eux ont disparu de la vie politique de leur pays respectifs, mais Assad est toujours présent. Et ça, c'est pas du tout dû à une erreur des services de renseignement, mais c'est dû à une volonté de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient, notamment l'assise forte, notamment dans le réduit alaouite de Bachar al-Assad, et donc le refus de voir cela parce qu'on voulait absolument que celui-ci soit chassé. Et ce refus de voir, et donc le fait de casser le thermomètre ou de casser les méthodes d'analyse pour avoir des informations qui vont dans le sens de la politique que l'on veut mener, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'on a beau casser le thermomètre, quand la maladie est là, elle est présente, et en cassant le thermomètre, on aggrave la maladie, mais on ne la guérit pas. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à Jean-Baptiste Noé de nous avoir exposé à quel point cette méthode d'analyse qu'est la géopolitique était cruciale, qu'à se focaliser, comme on a tendance à le faire, sur le petit bout de la lorgnette en matière de rapports de force internationaux, on n'arrivait à rien. Et un rajout à ce qu'a dit Jean-Baptiste, je vois fréquemment des gens, enfin je n'entrerai pas dans les détails, mais qui sont sur le terrain en Ukraine et qui observent ce qui se passe, pas pour le compte d'une des parties en présence dans le conflit, mais pour nous, pour la France. Et ce qu'ils me disent diffère quand même assez considérablement de ce qu'on lit dans les journaux tous les jours. Ce sont naturellement des militaires, et ils disent que l'idée qu'à un moment donné, l'état-major russe ait pu envisager une seconde de prendre une ville de 4 millions d'habitants avec 140 000 hommes est absurde. N'oublions pas que la Deuxième Guerre mondiale, les gens dans la région où se déroule le conflit l'ont pris en pleine figure, et que quand l'armée du régime national-socialiste allemand a attaqué la Pologne, qui n'était pas, bon, Richard n'est plus là, donc on est un peu plus libre, mais ce n'était pas quand même l'adversaire le plus formidable qu'a eu à affronter l'armée allemande, la force d'invasion allemande était de 1 200 000 hommes.
Enfin, quand on attaque, il faut être très nombreux, quoi. Et l'idée qu'on va prendre une ville de 4 millions d'habitants et plus, Kiev, c'est immense, quoi, avec 140 000 hommes, est absurde. Donc, naturellement, ce que me disent les militaires français en cause, il s'agissait d'une opération de diversion, c'est-à-dire que comme toutes les forces ukrainiennes nombreuses, hein, c'est une armée de 350 000 hommes qu'on me mettait autour du Donbass, parce que c'est là où le conflit avait déjà commencé une décennie auparavant. C'était pour les forcer à remonter vers Kiev et à protéger la capitale et à alléger la tâche des troupes qui allaient s'emparer de ceux dont elles se sont emparées jusqu'à présent. Et deuxièmement, parmi les erreurs les plus hallucinantes, mais incompréhensibles, parce qu'une fois de plus, ce que je vais dire là, c'est pratiquement, si vous voulez, dans les livres. On appuie sur un bouton, sur Internet, on commande le bouquin, on l'a chez soi, on le lit. L'erreur qui a été accomplie sur le régime de Bachar el-Assad est écrasante, parce que ce qu'on aurait dû savoir et ce sur quoi on ne s'est pas penché, c'est que même s'agissant du régime syrien, même la dénomination d'alaouite est entièrement fausse. Ça n'a rien à voir. C'est une dissimulation dans la dissimulation de la dissimulation. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Syrie sont une... Il y a eu en gros 50 hérésies majeures dans l'islam. 48 ont été exterminées jusqu'au dernier. 48 ont été exterminés. Notamment, à un moment donné, il y avait une hérésie de l'islam qui était implantée en majorité, enfin, son point de départ était l'archipel qui est aujourd'hui Bahreïn. Cette hérésie s'appelait, du nom d'un de ses dirigeants, les Karmates. Les Karmates, ce qu'on sait des Karmates, et la seule chose qui est parvenue jusqu'à nous, c'est le texte des fatwas qui les condamnait à mort. C'est comme si l'Amérique, ayant coulé au fond de la mer en 1955, tout ce qu'on savait de l'Amérique, c'était l'éditorial de la Pravda 3 semaines avant, quoi. C'est à peu près le même niveau d'objectivité, de sincérité et d'envie de connaître l'autre. Donc, les alaouites en question ne sont pas du tout des alaouites, c'est-à-dire des gens qui, à l'intérieur de l'islam, accordent une place particulière à Ali, gendre du prophète. Mais c'est quelque chose qui n'a plus rien du tout à voir avec l'islam. Les deux principaux clans, entre guillemets, alaouites syriens s'appellent Shamsi et Kamari, le clan du soleil et le clan de la lune. C'est un chamanisme pur et simple qui n'a, mais vous voyez, un truc musulman s'appelait le clan du soleil et le clan de la lune. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'est totalement étranger. Et pour avoir quand même vaguement l'air de musulmans dans une zone où il vaut mieux l'être, sous le mandat français, ces gens-là ont dit, bah oui, on est alaouite, etc. Et parce qu'effectivement, dans l'espèce de polythéisme qu'ils ont, l'imam Ali y figure, mais parmi 12 autres. Alors, le nom technique, c'est Nosaïri, les disciples d'un hérétique du temps du 9e ou du 10e siècle après, donc 3 siècles après la prophétie de Mahomet, qui s'appelait Ibn Nosaïr, et ça a dérivé petit à petit vers un clan, vers une espèce de chamanisme où ils croient à la migration des âmes, toutes choses qui sont mais aux antipodes de ce qu'est l'islam. Et quand, maintenant, ils ont appris à devenir un peu faux cul, un peu à se protéger sur ce côté-là, mais encore dans les années 80, pendant la guerre civile au Liban, j'ai traîné le Krak des Chevaliers, le Djebel alaouite, etc., dans Syrie. On reconnaissait les villages, entre parenthèses, alaouites, au fait qu'il n'y avait pas de mosquée du tout. Alors aujourd'hui, ils en ont fait une qui est en plâtre, elle ne sert à rien, elle est dans un coin, mais au moins, quand on passe au large, on voit un minaret. Mais à l'époque, Karda, le village du clan Al-Assad, c'était 0 mosquée, quoi. Voilà. Donc, pourquoi est-ce important? Parce que cette secte a servi à chaque fois à la trahison de tout ce qui a été fait dans la région depuis des siècles.
Quand les croisés sont arrivés, ils se sont mis au service des croisés. Quand les Mongols sont arrivés, ils se sont mis au service des Mongols. Alors, à la fin, un des plus grands idéologues de l'islam radical, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, il a écrit sa fatwa sur les Nusayri, quelque chose comme au XIIIe siècle, où il dit « pire que les chrétiens, pire que les juifs, pire même que les païens », avec la sentence de la fatwa, les hommes sont tous tués sur le champ de bataille, les femmes mises en esclavage et les filles gardées et les enfants mâles assassinés. C'est le sort qui est réservé, voilà. Et donc ces gens-là, qui ont survécu depuis cette période, ont survécu pendant 8 siècles à ce que Hitler a fait pendant le Troisième Reich pendant 13 ans. Donc quand on survit, c'est darwinien, hein, quand on survit à 8 siècles de persécution, de mise en esclavage, de tentatives d'anéantissement, de villages détruits, etc., c'est qu'on est bon. Et donc s'attaquer, là aussi, il y a des adversaires aussi redoutables en tenant des propos, mais totalement irresponsables, comme Fabius qui disait que la filiale syrienne de Al-Qaïda faisait du bon boulot en Syrie. Mais ça, je n'ai naturellement pas le bon de commande et les empreintes digitales, mais le 13 novembre a démarré ce jour-là, si vous voulez. Parce que des régimes comme celui des Assad, il suffit qu'ils laissent la porte ouverte. Ils n'ont même pas besoin de toucher à rien. Quand la porte n'est pas fermée, ben les gens passent et après ça, bing boum, on a vu ce qui nous est arrivé. Et ça, on le sait. Il y a un document extraordinaire que j'ai reproduit dans un livre que j'avais écrit il y a 3 ans qui s'appelle « À qui profite le djihad » où toutes ces choses-là sont, qui contient un document extraordinaire. Juste avant que les États-Unis décident d'en finir et de faire une révolution orange en Syrie, donc vers 2010, le secrétaire d'État adjoint va à Damas et rencontre pour la dernière fois les dirigeants syriens. Et là, lors de la réunion, il y a un personnage inconnu du secrétaire d'État, enfin du secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain autour de la table, et le vice-ministre syrien, qui est son homologue, lui dit « Le président Assad lui-même a voulu qu'aujourd'hui, Ali Mamlouk, c'est il y a sa photo nulle part, elle n'existait pas, c'est le grand chef, c'est le manipulateur en chef des services de renseignement syriens depuis plus de 20 ans. C'est vraiment un personnage très redoutable, sunnite, hein, ce qui prouve que ce n'est pas que des alaouites dans le régime, mais voilà, Ali Mamlouk est là. Et Ali Mamlouk fait pendant 1 heure, devant cet officiel américain, la preuve que tout ce qu'on savait, on devinait, on imaginait depuis 20 ans est vrai. Il dit, alors vous savez, nous, ça fait quand même plusieurs siècles hein, qu'on est emmerdés par les sunnites, alors on sait comment ils sont, et donc on a une méthode qui consiste à susciter des groupes terroristes comme ça, après ça les autres s'agrègent à eux et on sait où ils sont et on peut les détruire. Et il explique ouvertement que toute l'insurrection en Irak, alors, au moment où les Américains y sont, c'est fomenté par ça et ça vient de chez eux. Et le brave ministre un peu éberlué note tout ça, et par un miracle qui prouve que de temps en temps on a de la chance, cette dépêche figure parmi les dépêches de Wikileaks. Et donc on l'a, c'est la dépêche officielle du département d'État avec tout ce que je suis en train de vous dire, que le dit oui, bah, c'est nous qui les avons suscités. Alors vous savez, l'État islamique, on sait très bien d'où il vient, on les manipule comme on veut, etc. Mais maintenant, vous les Américains, vous avez du mal avec ces histoires-là en Syrie, eh bien, ou en Irak aussi, laissez-nous faire, on le fera pour vous, on ne demande pas grand-chose, on veut être retiré de la liste des pays sponsors du terrorisme et tout. Et les Américains, manifestement, n'ont pas cru à ça, ils ont dit, mais ils se vantent, etc. C'était vrai, et ce télégramme, il a fait partie de ceux qui ont fuité avec... Et donc, il est tout à fait extraordinaire parce que toute la méthode du régime de Bachar et de Hafez el-Assad avant, elle est exposée par le type froidement qui dit alors voilà, c'est nous, on est quand même vachement rusés, regardez comment on fait, et pouf, après ça on les tape, et d'autant plus facilement que nous avons commencé par les susciter. Ça n'est pas paranoïaque, ça n'est pas une construction délirante du style oui, mais en réalité ils tirent toutes les ficelles en secret. Et souvenez-vous comment s'est terminée la guerre civile en Syrie. Le jour... C'était une guerre inexpiable, elle durait depuis 15 ans. Il y avait des morts tous les jours, il y avait des scissions dans tous les groupes, c'était un bazar. Pendant la guerre civile du Liban, à nul autre pareil.
Bush, le père, téléphone à Bachar el-Assad, à Hafez el-Assad, au père, en lui disant, alors c'est plus vous le méchant au Moyen-Orient, c'est Saddam Hussein, donc tenez-vous tranquille, et puis tout ira bien. Hafez el-Assad dit, c'est plus moi le méchant, non. Et vérifiez, il suffit de relire les journaux de l'époque, du jour au lendemain, la guerre civile du Liban s'est arrêtée au coup de sifflet. Dès le lendemain, il n'y avait plus un coup de feu. Après ça, il y a eu les accords de Taïf avec les Séoudiens, etc. Et tout le truc était manipulé, entraîné. Vous voyez, c'est pas uniquement des fois des constructions paranoïaques, ça arrive vraiment. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut comprendre, c'est ces choses-là qu'il faut déceler. Et comment le faire? Eh bien, il y a tellement de données à agréger qu'à un moment donné, comme maintenant ça se fait pour les analyses sur les vaccins, etc., il nous faut des instruments pour le faire. Et donc, depuis ce matin, on vous dit ça, on vous dit on ne peut pas y arriver tout seul, il faut qu'on soit aidé. Vous avez entendu Arndt, depuis l'Allemagne, il dit on ne peut pas faire ça tout seul, c'est très complexe, etc. Et donc, pour nous aider, on a vu la fétichisme technologique, c'est l'informatique toute bête, quoi. C'est le PC ou le Macintosh dans lequel on fait un tableau Excel. Ça nous servira à rien. En revanche, l'intelligence économique, ça peut aider.